Bonjour à tous, un petit message avant de commencer cet épisode. C'est le 19e épisode de Banmi Podcast, l'avant-dernier épisode de la saison 1 de Banmi. Et je suis vraiment très heureuse et reconnaissante de continuer à partager mes rencontres inspirantes liées à l'Asie avec vous. C'est vraiment une chouette aventure et je vous remercie pour tous les messages, les DM, les partages en story, les abonnements, les commentaires sur Spotify, YouTube, Apple Podcast. C'est vraiment, ça me fait très chaud au cœur et c'est une chouette aventure que de pouvoir rencontrer tous ces invités et de les avoir rencontrés aussi grâce à vous. Donc merci pour tout ça. On finit l'émission de Banmi avec 2 épisodes très très spéciaux avec des invités d'exception. Et nous les avons tournés dans un restaurant. Avec la chaleur de l'été, les cuisines, les cuisiniers dans les cuisines, l'audio change un peu avec la ventilation et la clim en fond sonore. J'espère que vous l'apprécierez quand même à sa juste valeur. C'est parti. Banmi, c'est le podcast qui explore les mélanges des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Mike. Je suis Stéphane. Je suis Léana. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Ben oui. Voilà. Du coup, le banmi, carotte, coriandre, concombre. Ouais. Toi, t'aimes quoi? Mayo. Magie. Surtout la coriandre et le piment aussi. Ouais, parce qu'il y en a qui ne mettent pas de chalo. Ah ouais, Là, Qui fait ça? Un certain. Mais c'est pas possible. Vous avez déjà goûté le banmi au tofu? Ah ouais, non, il n'y a pas d'intérêt, franchement. Tu prends pas, mais tu prends pas au tofu. Le banmi végé. Quelle idée. Ouais, mais végé. Hein? Quelle idée. Mais ça doit pas s'appeler un banmi en fait. Bah non. Non. Banmi, c'est au porc. Les banmi revisités. Non, mais c'est comme le banmi au bœuf et au poulet. Pour moi, c'est pas un banmi, c'est plus un banmi. Ouais, c'est pas. Faut que ce soit au porc. C'est un sandwich au poulet. Merci. C'est vrai. Pas faux. Merci pour le thé. Ouais. Comme à la maison, je vous accueille avec du thé. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banmi Podcast. Pour ce nouvel épisode, je reçois Léana, Mike et Stéphane. C'est un épisode assez spécial parce que j'ai 3 invités. Et aujourd'hui, on a de nouveau la chance d'avoir un épisode filmé pour Banmi Podcast avec Sébastien Kong et toute son équipe de tournage. Donc merci. Et dans ce lieu emblématique et iconique du 13e arrondissement, le restaurant Chinatown des Olympiades. C'est un épisode que vous retrouverez comme d'habitude sur les plateformes d'écoute de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, et que vous retrouvez aussi sur la chaîne YouTube Banmi Podcast. Alors merci à vous, Léana, Mike et Stéphane, d'avoir répondu à mon invitation. Comment allez-vous? Très bien. Ça va, merci. Super. C'est cool. Alors Léana, toi tu es actrice, danseuse et réalisatrice. Tu as notamment joué dans le dernier film québécois de Jean-Philippe Duval, 14 jours, 12 nuits, qui est sorti en 2019. Tu es en ce moment en train de tourner le film réalisé par Guillaume Canet, qui est Astérix, l'Empire du Milieu. Mike, tu es acteur aussi, tu es rappeur, photographe. Tu as joué dans Soldat Blanc de Éric Zonka en 2014 et tu as sorti notamment un single l'année dernière en 2020 qui s'intitule « Et on dit de nous ». Tu tournes en ce moment une série. Non, sur un film OCS actuel qui s'appelle Le Pilote de Paul Doucet. D'accord, sur le film pour OCS Pilote. Et tu écris en ce moment une pièce qui s'appelle « L'homme aux yeux de chat ». Oui. Stéphane, tu es scénariste et réalisateur et tu as notamment réalisé sur les derniers courts-métrages Feuilles de printemps et Allée des jasmins. Et moi, je suis très contente de vous recevoir et de pouvoir réunir des personnes et des talents du milieu artistique
et du cinéma, de la scène française qui sont liées à l'Asie, parce que comme vous le savez, Banh Mi, ça va à la rencontre de personnes inspirantes qui sont liées à l'Asie. Et d'ailleurs, vous avez eu l'opportunité, tous les trois, de travailler ensemble sur ton court-métrage, Stéphane. Tout à fait. Allez des Jasmins, tourné en 2018. C'est ça, qui retrace l'arrivée de tes parents en France et au Vietnam au début des années 60. Oui. Alors, au début des années 60, Loan, une jeune Vietnamienne, et Pierre, son mari de nationalité française, arrivent en France pour la première fois et sont accueillis dans un petit village d'Auvergne dans le cadre d'un programme de rapatriement des Français d'Indochine. Loan est convaincue que leur situation est provisoire et qu'elle repartira rapidement au Vietnam. Stéphane, pourquoi tu as écrit ce film? Est-ce que tu peux revenir sur la genèse de ce film? Oui, tout à fait. En fait, comme tu le disais, c'est un film qui est inspiré de l'arrivée de mes parents en France. C'est une histoire qui m'a toujours fasciné parce qu'ils sont arrivés en tant que citoyens français. En fait, mon père était eurasien et avait la nationalité française. Et dans ce cadre de ce programme, ils ont été accueillis au fin fond de la France, dans un tout petit village en Auvergne. Et je trouve que, bon, quitter un pays, c'est déjà un choc. Mais quand on arrive dans un petit village qu'on vient d'une grande ville comme Saigon, qu'on n'a jamais connu l'hiver, la neige, et qu'on arrive dans un village de ce type en hiver, le choc est d'autant plus grand. Donc voilà, cette situation permet de mettre en avant ces contrastes beaucoup plus forts que s'ils étaient arrivés directement à Paris. Et c'est aussi une façon de raconter cette histoire, de la partager, d'une certaine manière aussi de rendre hommage, parce que souvent la génération de nos parents, ceux qui sont arrivés en France, est plutôt une génération qui est discrète, qui n'a pas parlé, qui avait plutôt envie de rentrer dans le rang, de ne pas faire trop de bruit. Et voilà, et je trouve que c'est aussi important de raconter cette histoire parce qu'elle fait partie aussi de l'histoire française. Mike, toi tu joues Pierre, le mari de Loan. Qu'est-ce qui te plaisait dans le film de Stéphane? Déjà, il avait fait Pierre étant eurasien. Donc déjà, c'était quelque chose qui collait à ce que je suis, étant eurasien, enfin carteron, pour être précis, selon certaines personnes. Et le fait en fait, vraiment le fait qu'il soit eurasien, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. J'ai pu travailler le personnage par rapport à par rapport à mon passé familial aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Et puis le fait de débarquer du Vietnam, enfin ce truc entre deux chaises, ce placement qui a été hyper intéressant pour moi à développer. Et puis l'honneur de jouer pour Stéphane et qui m'ait proposé ce rôle, quoi. C'est la première fois que la quasi-totalité du casting est français d'origine asiatique. Toi, Liana, est-ce que tu as pu observer une façon différente de travailler avec tous ces acteurs et ces actrices asiatiques sur ce tournage? Alors sur le tournage, oui, parce que finalement, on a beaucoup rigolé. On s'est fait beaucoup de blagues sur Stéphanie dit, des blagues, des inside jokes, on va dire, où il n'y a que des Vietnamiens, on va dire, qui peuvent comprendre ce genre de choses. Donc oui, c'est vrai qu'on se sent moins exclu, même si, en vrai, sur la plupart des tournages, on n'est jamais réellement exclu, mais il y a quand même une différence de culture où parfois on ne se sent pas libre de se lâcher complètement. Et là, c'était pas le cas. C'était la colonie de vacances, vraiment. D'accord. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a eu, est-ce que vous avez observé un impact suite à la diffusion de ce film, du fait qu'il y ait autant d'acteurs et d'actrices d'origine asiatique dans un film qui est réalisé en France? J'aurais espéré. Après, le problème, c'est qu'en France, les courts-métrages ne sont pas assez diffusés. Il a quand même été pas mal sur des chaînes télé. Oui, et en festival. Ouais, et en festival aussi. Après, est-ce que... Je sais que ça a inspiré pas mal de gens de notre milieu, on va dire, et de nos origines. Et c'est souvent les retours des spectateurs qui viennent vraiment nous toucher. Mais dans le milieu même du cinéma, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça suffit, si ça suffira. Je sais que Stéphane continue quand même à écrire des choses qui sont dans la même lignée qu'Allez des Jasmins, et il se bat pour ça. Après, voilà. Non, mais en tout cas, une chose qui a été marquante, c'est
il y a eu beaucoup de projections, avec notamment des projections où parfois il y avait un public plus spécifiquement d'origine asiatique. Et là, on sent vraiment que les gens ont envie qu'on raconte leurs histoires. Ça leur fait du bien de se voir représenter, pas forcément eux, parfois ils pensent à leurs parents, leurs grands-parents, mais on a besoin de ces histoires. Et voilà. Ouais, c'est nécessaire, je pense. Et pour revenir, en fait, moi je pense que pour ma part, l'impact, c'est surtout connaître un peu plus d'artistes franco-vietnamiens. Et c'est simplement le fait de se réunir, de discuter de tout ça, qu'on a tous conscience des difficultés qu'on peut avoir pour exister, d'être visible dans le cinéma. Ça, pour moi, ça m'a rendu aussi à la fois plus fort et convaincu dans ma démarche de réclamer, de demander d'être visible et d'avoir des rôles intéressants et de pouvoir défendre. Et puis aussi, le fait de rencontrer ces différentes sensibilités et créer aussi, nous, une sorte de... j'allais dire de lobby, mais quelque chose, un truc qui puisse être solidariser, ensemble. quoi, vous soutenez entre vous. Et en plus de ça, il n'y avait pas que des comédiens, il n'y avait pas que des comédiennes, mais vraiment des rencontres qui font que, en fait, il y a des sortes de convergences, tu vois, qui fait qu'on a avancé. Même si dans le cinéma français en lui-même, c'est pas ça avance doucement, mais nous, on avance. Personnellement, artistiquement, et ça, pour moi, je trouve qu'il y a quand même, pour ma part, un avant et un après. Tout à fait. Mais d'ailleurs, Stéphane Saonele, que tu m'as fait rencontrer, du coup, Mike, quand je suis descendue à Marseille, le dit dans l'épisode 12 de Banni Podcast. Il dit être acteur asiatique en France, c'est compliqué. On fait partie de ces minorités dites visibles, mais invisibilisées. C'est d'accepter des rôles très stéréotypés, mais c'est en train de changer, en tout cas je l'espère. Il y a aussi Mourad Boudaoud, que tu connais aussi Mike, dans l'épisode 1 de Banni Podcast, quand j'avais reçu l'équipe du film Malabar, qui dit la diversité dans le cinéma français, ça évolue, il y a encore du boulot à faire sur les histoires à raconter, ne plus essentialiser les communautés et rendre ça de manière universelle, normaliser tous les visages français. Et je pense que vous avez pu observer une évolution, un changement pendant votre carrière. Toi, Léana, qu'est-ce que tu penses de ça ? Je suis complètement d'accord. J'ai envie de dire, le seul danger, entre guillemets, c'est que si on fait un cinéma avec que des visages asiatiques, bien qu'on ne parle pas forcément de la communauté, on sera taxé de communautarisme. Ouais. Moi, j'adorerais avoir un projet à réaliser un film où je fais jouer tous les potes, mais voilà, j'ai cette peur en termes de création de me dire que je vais être taxée de ça, parce qu'il n'y aura que des Asiatiques, alors que je vais parler juste d'histoires d'amour, de difficultés, je sais pas, enfin peu importe, de trucs complètement banals. Ça change. Ça change et je le vois parce que je passe des castings qui ne demandent pas à être asiatiques. J'ai eu la chance aussi d'avoir un agent, j'ai de la chance d'avoir un agent qui comprend aussi ce désir de ne pas faire les rôles stéréotypés, qui fait que dès qu'il y a eu un casting qui demandait de faire l'accent, elle ne me forçait pas de le faire. Donc, j'ai envie de dire, je l'ai fait qu'une fois, mais c'était justifié. C'était pour Valérie Leroy, que Stéphane connaît, dans un court-métrage où je joue le rôle d'une jeune femme qui arrive fraîchement du Vietnam. Donc c'était justifié, effectivement, et comme elle m'avait proposé le rôle sans passer de casting, j'ai accepté. Mais sinon, non, je ne l'aurais pas fait. Toi, Mike, est-ce que ça t'arrive encore de passer des castings où on te demande de faire l'accent ? Il y a 2 ans, on m'a demandé ça. J'ai polémiqué et j'ai expliqué ma position. En plus, c'était la veille d'une blague sur Balkany, sur Grainerie, là, cette histoire, donc j'étais un peu sur les nerfs. Mais au-delà de ça, non, je trouve qu'il y a quand même une évolution. En fait, l'évolution, c'est comme pour Léana, c'est avec mon agent, c'est comme la rencontre de certains prods, de directeurs de casting. En plus, il y a vraiment un essor avec le collectif 50-50 qui font la démarche que ça soit ouvert. Et on a des rapports maintenant où il y a cette prise de conscience qu'en effet, au
au-delà des minorités, mais la minorité dite asiatique est vraiment invisible et qui a une nécessité, nous, en tant qu'artistes, et en plus, on est quand même des artistes et des interprètes, des comédiens ou des réalisateurs on a quelque chose à dire. C'est pas comme si on était, on va dire, mauvais, tu vois. On a quelque chose à défendre. Donc on commence à être écouté. Néanmoins, il faut se battre. Néanmoins, on rencontre quand même, je pense que toute la base artistique, les directeurs de casting, des réalisateurs, il y a de la place pour nous. Mais on est encore bloqué par l'imaginaire de certaines chaînes qui produisent majoritairement le cinéma maintenant, qui ont du mal à visualiser un visage asiatique, qu'un visage asiatique puisse être autre chose qu'un asiate. Tu vois, parce que ça change, mais certaines fois, quand on peut aller plus loin dans la démarche, par expérience, on arrive en dernier round d'un casting et on choisit telle personne ou telle personne. Parfois, le fait qu'on soit asiate, ça va être non, parce que pour les prods, enfin pas les prods, mais les diffuseurs, le public n'est pas prêt d'accueillir un visage asiatique. Ça change. Ça change. Ouais. Je pense que 2022 sera une belle surprise. Ça arrive, c'est ça. C'est pas encore là, mais c'est en train d'arriver. Ouais, pour avoir vu la nature des castings là, que j'ai passé ou que je vois les projets passer, là, ça arrive l'année prochaine. Mais c'est ce que disait aussi Candy, qui est humoriste et qui est aussi comédienne, que j'ai reçue dans l'épisode 13. Elle dit, quand tu cherches un comédien qui incarne un médecin, il faut laisser le champ des possibles à ce que ce soit un Asiatique, un Mexicain ou un Africain. En France, il nous faut un Noir parce qu'on en a besoin ou parce que c'est dans sa cité. Il est là le problème, il est vraiment là, on racise trop. Un jour, j'espère qu'on n'aura plus besoin de quotas et qu'on prendra les gens parce qu'ils ont cette qualité-là, et que ce sont de bons acteurs et pas seulement des gens qu'on veut raciser à l'écran. Oui, alors j'ai eu cette conversation il n'y a pas très longtemps sur les quotas, où aux États-Unis c'est imposé. Et c'est peut-être pour ça aussi que la diversité existe. Ouais. Si le quota existait en France, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Je sais pas. Je suis pas, je suis pas statisticienne. Oui. Mais en tout cas, ça aide à visibiliser en tout cas. Enfin, il y a des choses positives à en tirer. De toute façon, on le voit par rapport à la production audiovisuelle américaine. Complètement. Donc, effectivement, les quotas, c'est un point extrêmement sensible en France parce qu'on peut dire ça bloque la liberté d'expression, ça bloque la créativité, ce qu'on peut entendre. Hein, mais les États-Unis sont beaucoup moins frileux par rapport à ça et ils y vont. Et c'est vrai que quand on voit les films ou les séries, il y a quand même quelques trains d'avance aux États-Unis. Quand même. Moi, je le rappelle souvent dans mes podcasts, dans mes épisodes. Je suis partie de France en 2012 pour aller m'installer en Asie. J'y suis restée 8 ans là-bas et je suis revenue en 2020. Et je constate quand même qu'il y a de plus en plus de visibilisation et on le voit dans le cinéma. Enfin, j'ai moins de connaissances que vous, mais en mainstream, on peut voir. Il y a eu le film Crazy Rich Asians, il y a eu Made in China avec Frédéric Shaw, il y a eu l'Oscar du meilleur film en 2019 pour le film Parasite, qui est un film réalisé par un réalisateur coréen. Il y a eu en 2021 l'Oscar pour la meilleure réalisatrice et meilleur long métrage, Chloé Zhao pour son film Nomadland. Il y a le tournage aujourd'hui dans lequel tu participes, Liana, Astérix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Bon là le sujet c'est la Chine et l'Empire du Milieu, donc il y a un argument. Mais en tout cas on peut voir un rayonnement de plus en plus d'acteurs et d'actrices français d'origine asiatique et ça fait du bien, je trouve. C'est, je pense, des étapes importantes et nécessaires. Stéphane, tu as vécu aux États-Unis, il me semble. Tu observes ce parallèle entre la France et l'outre-Atlantique, vu que tu es aussi réalisateur. Pour toi, qu'est-ce qu'on peut encore construire en France pour que ce soit plus fort et pour que ce soit encore plus visibilisé ? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc effectivement, comme je disais, on a encore quelques trains de retard par rapport aux États-Unis sur la question de la représentation de la diversité. La première chose, je pense qu'il faut être à l'écoute des personnes concernées. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va se dire « Ah tiens, on va faire un film sur ça », mais les personnes concernées n'ont pas accès au projet ou ne sont pas dans les étapes de genèse du projet. Donc c'est un peu, ça peut être
être un peu dommage. Donc il faut écouter ces voix-là, et pour écouter ces voix-là, il faut qu'elles s'expriment. Donc c'est ce qu'on fait, par exemple, actuellement à travers ce podcast, d'autres, à travers des initiatives personnelles ou collectives. Et surtout, il faut continuer à parler, ne pas avoir peur d'exprimer son point de vue. C'est comme ça qu'on se fera entendre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Mike et Liana? Moi, je suis d'accord avec Je suis d'accord. le chef. Ok, c'est le patron. Que patron Stéphane. Il n'y a pas grand-chose à dire. Après, on rêve aussi d'une situation américaine ici, mais bon, on ne vit pas. J'en suis sûr qu'il y a énormément de comédiens. Tu avais fait le festival, le Viet Festival Film, et je pense qu'il y en a beaucoup là-bas de comédiens, d'artistes qui sont aussi frustrés de la lenteur. Là-bas aux États-Unis, mais alors ici c'est un peu. S'ils étaient ici, je ouais, pense qu'ils hallucineraient encore plus. Ouais, ils pèteraient un boulon. Mais ouais, de toute façon là, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est que ça avance. Après, on a une spécificité française, et pas les États-Unis non plus, tu vois. On a une histoire franco-française. On est issu de la colonie, c'est pas pour rien. Enfin, du moins le sud-est asiatique. Certains endroits aussi en Chine. Mais il faut que ça avance. Du moins, il faut qu'on existe. J'ai moi-même secrètement rêvé d'être actrice et d'en faire un métier. Et le fait de ne pas avoir eu de représentation asiatique dans le cinéma français, c'est un peu défini comme une croyance limitante pour que je réussisse un jour et que j'en fasse un métier. Du coup, moi je suis vraiment admirative de ton parcours, Liana, parce que t'es une représentation asiatique, t'es une femme en plus, donc parfois ça demande encore plus de courage, j'ai l'impression, quand on est une femme, d'affirmer ce qu'on veut vraiment. Toi, tu es dans le domaine artistique depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui t'a poussé de te lancer dans cette carrière D'actrice? D'actrice, ouais. J'ai arrêté la danse parce que j'avais mal aux genoux, la vieillesse, on va dire. Et je pense que c'est quelque chose qui peut-être auquel j'avais pensé inconsciemment. On m'avait souvent dit tu devrais faire actrice, et que j'avais jamais réellement envisagé parce que en tant qu'issue d'une famille vietnamienne, sino-vietnamienne et cambodgienne, c'est pas un métier. Déjà être danseuse c'était compliqué, alors être actrice, et repartir vraiment à zéro à l'âge de 30 ans, c'était. Mais je me voyais pas faire autre chose en fait que d'être dans le milieu du spectacle. Tu m'as envoyé un court-métrage qui s'appelle Mintam, qui est sorti en 2016, qui a été réalisé par Vincent Maury. Moi, je suis émue du coup. Je suis souvent émue sur le podcast, mais... C'est vrai que tu pleures souvent. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux consulter? Vas-y. Non, mais toi-même, tu me l'as dit, c'est un film qui a été très libérateur pour toi. Oui. Donc dans ce film, tu t'occupes de ton enfant qui est autiste, et tu es aussi avec ta maman qui est très présente, et qui te lance des pics à longueur de journée sur ta situation de mère célibataire et pauvre et qui te compare tout le temps aux autres familles, aux autres enfants, etc. Et c'est des choses qui nous sont tous un peu arrivées dans nos familles. Oui. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu. Mais t'as quel âge? Je suis très... Tu veux pas le dire, elle ne veut pas me lancer. Personne ne dira son âge à cette table. D'accord. Et la question c'était, mais Linda, moi je revenais d'Asie, j'étais expatriée en Asie et tous les ans je revenais et j'avais ma mère, mes tantes, mes oncles. Mais Linda, t'as toujours pas de mari, t'as toujours pas de copain, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde ton cousin, il fait ceci, il fait cela, et lui il travaille à la banque. Hein. J'ai un cousin pharmacien si tu veux, les célibataires. Ouais, c'est ça. Non mais en plus on te propose des gens et tout, comme dans le film Mintam. Ouais, et donc du coup, moi, comme je t'ai dit, il m'a retourné. Et en plus, tu joues vraiment super bien dans ce court-métrage. Donc vous pouvez le retrouver sur Vimeo. Je le mettrai avec les références du coup de films qu'on aborde dans ce podcast. Pourquoi il a été libérateur pour toi ce film, Liana? Pour plein de choses. Déjà dans ma carrière d'actrice, je débutais et c'était
un cadeau immense que Vincent Maury avait fait en écrivant ce scénario et de me prendre pour le rôle. Parce que j'interprète non seulement une femme, mais en plus une fille et aussi une mère. Donc pour moi, en tant qu'actrice, c'est le grand chelem, mais vraiment. Libérateur à ce niveau-là, parce que c'est vrai que quand on débute, on se dit où est ma place, comment je vais faire, est-ce que je vais trouver un agence, est-ce que je vais réussir à en vivre, est-ce que je vais, en tant qu'asiatique, avoir des rôles qui ne vont pas me demander de faire des choses stéréotypées, qui vont me ridiculiser. Enfin, il y a plein de questions comme ça qui arrivent. Et même pour la jeune génération, j'ai déjà croisé des jeunes actrices qui viennent me voir, qui me disent oui, mais comment on va faire face à ça, face à ça, face à ça. Et je leur dis toujours, viens avec ta passion, viens avec ton envie, et puis le reste, voilà. Nous, on est là, on est en train de défoncer des portes, du moins on essaye, et de préparer le terrain pour la génération d'après. Mais de tomber aussi sur un réalisateur qui a une vraie sensibilité, et parce que le personnage de Minh Tham règle un peu ses comptes avec sa mère, des choses que moi aussi personnellement j'ai dû... j'avais envie de faire à ce moment-là et qui m'ont permis de transposer plus ou moins dans le film. Ça a été à ce niveau-là. Après, ce court-métrage a été un grand combat pour moi, et sur le tournage avant, sur le tournage et après le tournage. Parce ce qu'il faut se dire, c'est que, comme disait Stéphane tout à l'heure, nos histoires ne sont pas forcément racontées où on n'a pas forcément ce droit de regard sur ce qu'on raconte en tant qu'asiatique. Oui, une sorte de réappropriation de nos histoires et qui ne sont pas forcément racontées de l'intérieur par des personnes qui les connaissent de fond en comble. Voilà. Voilà, exactement. Il a été réalisé et écrit par Vincent Maury, coécrit aussi par Steve Atiepo. Donc Vincent est blanc, Steve est noir, la productrice est noire. Moi, à ce moment-là, je ne me pose pas de questions parce qu'il y avait tellement de choses vraies dans le scénario qui, pour moi, je me disais, j'ai vu Vincent, je lui ai dit, tu connais ma mère, c'est pas possible, Vincent. C'est pas... Et en fait, l'histoire est que Minh Tham a été écrit parce que Vincent connaissait une jeune femme qui était dans cette difficulté et cette jeune femme étant d'origine vietnamienne. On devait tourner avec son fils autiste qui est franco-vietnamien, et c'était juste la raison pour laquelle il avait situé ça dans une famille vietnamienne, qu'il avait gardé cette véracité au niveau de l'histoire, parce qu'on devait tourner avec Yanis qui est vraiment autiste. D'accord. Ça ne s'est pas fait comme ça parce que c'était très compliqué au niveau de la date. C'est pour ça qu'on a pris le choix de prendre Tawan, qui est un acteur formidable, qui joue ce gamin autiste et qui est franco-thaïlandais. D'accord. Mais on a été taxé, du coup, Vincent a été taxé d'appropriation culturelle, de hypersexualisation de la femme, alors que, en fait, on voulait juste raconter l'histoire d'une mère en galère et que le contexte, le fait qu'elle soit vietnamienne, c'était juste un support à l'histoire, et le fait qu'à la base, on devait tourner avec Yanis, qui est franco-vietnamien. J'ai l'impression qu'il faut toujours se justifier de tout. C'est ça. Quand on fait quelque chose. Et avec tout le monde. C'est ça. Pour n'importe quoi, hein, qu'on soit asiatique ou pas, je veux dire, en France aujourd'hui, faire quelque chose avec de la diversité, j'ai l'impression que ça devient très très compliqué. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, si je fais un film avec que des Vietnamiens, enfin que des Asiatiques, tout de suite on va dire, voilà, ça va être communautaire, comme ce qu'ils ont dit sur Crazy Rich Asians. Oui. Que c'était une niaiserie communautaire. Alors que si on voit un film de blanc, c'est pas communautaire du tout. De blanc, je m'emporte un peu, mais c'est vrai. Alors que finalement, on en revient à la même chose. Et ce qui m'a marqué aussi dans ce film, Liana, c'est tous les détails, tu sais, de l'appartement vietnamien. C'est fou, tu sais, tu mets le chalo dans le frigo, oui. T'as plein de détails. T'as deux frigos dans l'appartement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça. Mais du coup, c'était des conseils, non? Pas du tout, c'est parce qu'il a vu ça. C'est parce que lui a vu ça, il avait cette sensibilité. Voilà, exactement. Et on a une chef déco qui était formidable, pareil, un accessoiriste, Peyo Jolivet, qui était pareil, sur la même sensibilité. Ça me rappelle beaucoup le premier court-métrage de Maximilian Badier-Rosenthal que j'avais reçu sur le premier épisode de Banni Podcast, quand il a réalisé On Why, où c'était dans l'appartement, il voulait vécu, l'appartement qu'il voulait reconstituer de son grand-père, et en fait c'était vraiment l'appartement de l'acteur qu'il avait rencontré à une bouche de métro,
Marcel Jacques. Donc ils ont tourné dans son appartement et moi je savais pas, je lui ai dit mais c'est fou, en fait c'était l'appartement de l'acteur, donc du coup... Oui, alors que là pas du tout, c'est l'appartement, la famille qui vit dans cet appartement était portugaise. Ouais, ah oui d'accord. Rien à voir, ils ont tout refait de A à Z, c'est formidable. C'est fou, ouais. Hep Chang-Nye, que tu connais, qui est un peu ton papa c'est ça, à l'écran. Me disait qu'il a commencé à devenir acteur à l'âge de la retraite, que c'était toujours quelque chose qu'il avait mis de côté, parce que sa maman disait que c'était un métier de saltimbanque. Mike, est-ce que toi aussi, tes parents pouvaient s'interroger sur tes choix de vie en tant qu'artiste ? Moi, je pense qu'ils s'interrogent depuis ma naissance, vu mes choix. Tes choix tout court, tous mes choix, tout simplement, et ils continuent à se poser des questions où je vais, même si j'avoue que mon père, depuis c'est cette année où il a lu la pièce que j'ai écrite. L'homme aux yeux de chat. Ouais, L'homme aux yeux de chat, et j'ai fait une lecture auprès de professionnels aussi du théâtre. J'ai eu une bourse de l'Adami, donc j'étais assez fier et tout, et il est venu, il a entendu. Et il m'a rien dit, il a pleuré, il est parti. Et il a dit à mon fils qui est parti manger avec lui, il me l'a dit, tu sais, ton père, formidable artiste. J'ai dit, ok, d'accord. Bon, c'est super agréable d'entendre ça. Ma mère est plus persuadée que je vais réussir. Elle, toujours estimé que j'allais avoir quelque chose d'exceptionnel ou je sais pas quoi. Je crois que c'est toutes les mères, elles pensent ça. Non. Tu vois. Pas toutes. Et secrètement, alors dans ce cas-là, elles le disent pas. Mais ça, c'est une autre manière parce que ma mère étant eurasienne, j'ai vraiment la réussite, le succès, c'est un peu dans ma famille, c'est à la fois on est des prolos et à la fois une famille bourgeoise, c'est délicat. Enfin, pour ma part, moi, depuis que je suis petit, je suis en échec scolaire, donc j'allais pas dans le moule. Mais déjà commencer par le rap, c'était qu'est-ce qu'il fout là-dedans, pourquoi? Bon, ils ont écouté des morceaux, ils ont apprécié, mais bon, c'était pas du tout leur milieu. Basculer dans le cinéma, c'est quelque chose qui leur amène un peu plus de fierté. Parce que c'est quelque chose de plus tangible et de me voir à l'écran, de venir à des projets, me présenter un film, me faire applaudir, tu vois, c'est quand même un peu plus grisant, je pense, tu vois. Et mais non, la réussite, quoi qu'il arrive, c'est assez délicat à l'exprimer pour mes parents. Et puis je m'estime pas dans une réussite non plus, mais par contre, je fais des choix francs et je me bats pour perdurer et continuer parce que c'est pas facile et avoir un regard artistique. Voilà. Mais ça me rappelle ce que Stéphane Saonele disait. Il disait voilà, je sentais à l'intérieur de moi quelque chose qui brûlait de dire les choses, peut-être trop sensible. L'endroit où je me trouvais le mieux, c'était le monde des arts. C'est un peu voilà ce que vous faites. Toi, tu as navigué entre le rap, la musique, la photographie. Ouais, la photo, beaucoup aussi. Là, maintenant, tu es en train d'écrire une pièce. Ouais. Tu es aussi acteur. Toi, tu étais danseuse, Léana. Et toi, Stéphane, tu es dans la comédie musicale et aussi dans les films. Tu es réalisateur et scénariste. Il est acteur maintenant, il le dit pas. Tu es acteur. Oui. Et Stéphane Saonele disait « Ça m'a poussé à faire des recherches, des rencontres et ça a éveillé plein de désirs. En étant artiste, on est un peu anthropologue des mondes. » C'est beau. C'est beau, ouais. C'est très beau. C'est vrai. Léana, j'ai envie de revenir sur ta réaction de ce que disait Mike sur la fierté de ses parents quant à son parcours. Toi, tu disais que peut-être que non, peut-être que Est-ce que tes parents remettent en question ton parcours artistique? Non, il disait que toutes les mères étaient fières secrètement. Ouais. Moi, je pense pas que toutes les mères elles le sont, oui, mais moi, à mon échelle, je sais que ma mère, tous les jours, elle me dit « Mais pourquoi tu travailles pas dans un bureau ?» le discours classique, quoi. Ramène de l'argent, vraiment. Non, mais c'est ça. Et puis, fais des vrais trucs, quoi. Voilà, et puis j'ai un enfant, ouais. Du coup, elle dit « Oui, mais c'est pas une condition pour ton fils. » Voilà, toujours pour te faire culpabiliser. Surtout, mais c'est de la bienveillance toxique. Exactement.
Exactement, mais je pense que c'est propre à pas mal de mères, différemment selon les cultures. Mais je pense que oui. Mais c'est je pense que c'est universel. Les parents veulent le meilleur pour nous. C'est pas forcément qu'asiatique. Ils veulent le meilleur pour nous et donc projettent pour nous plein de choses. D'être médecin, d'être avocat, d'être je sais pas quoi. Les métiers en fait qui ont ce statut un peu prestigieux et que les métiers artistiques parfois ça leur parle pas et que voilà et en fait ils nous disent quelque part qu'on pourrait faire mieux parce qu'en fait, ils ont peur qu'on ne réussisse pas. Et donc, c'est de la bienveillance, mais qui, au final, ne nous rend pas heureux, quelque part, j'ai l'impression. Oui, peut-être. Et en même temps, je suis en train de me dire que c'est légitime et justifié. Moi, mes parents ont échappé par chance, on va dire, entre guillemets, à Pol Pot. Certains de leurs frères et sœurs y sont restés. Pareil pour les bombardements au Vietnam. Enfin, en un sens, je pense qu'ils se sentent légitimes de nous imposer leur vision de la vie par rapport à ça. Et rien que ça, je ne pourrais jamais leur en vouloir, en fait. Parce que ce qu'ils nous ont offert aujourd'hui, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être en colonie de vacances tous les jours. En vrai, on a un statut quand même de privilégié. Je veux dire, on râle, mais franchement... Voilà quoi, c'est pas la guerre. Ouais, vraiment. C'est ce que je peux dire aussi à ma mère. Quand je lui dis oui, aujourd'hui je fais les choix que je fais, mais tout ça c'est grâce à toi. Donc même si tu les comprends pas. Non mais après j'imagine ma mère qui me répond mais heureusement que c'est grâce à moi et mieux encore, c'est le truc toujours. Au lieu d'accepter de dire merci, je t'aime ma fille, elle va te rajouter une couche à dire. Toi Stéphane, est-ce que tes parents te disent qu'est-ce qu'ils pensent? Quel est le regard de tes parents sur ton parcours? Écoute, j'ai plutôt eu du soutien. C'est-à-dire que moi je suis issu d'une grande fratrie. On est 8, je suis le dernier. Effectivement, ma mère a toujours rêvé d'un enfant médecin. Il n'y en a pas. Il y avait pas mal d'espoir sur le dernier, donc moi. Mais en même temps, comme j'étais le dernier, j'étais un peu chouchou. Et j'ai un peu fait ce que je voulais. Donc après le bac, j'ai dit je fais une école de cinéma. C'est relativement bien passé. Donc après, il y a eu un temps où ma mère ne comprenait pas forcément ce que je faisais. Et plus récemment, donc elle a joué dans mes films, elle n'est pas du tout comédienne. Elle a eu un prix d'interprétation pour Feuilles de printemps dans un festival. Elle était très contente. Et là, elle commence un peu... Il a été malin. Bravo. Elle commence un peu à comprendre. Parce qu'en fait, un jour, elle me dit, tiens, l'autre jour, je suis allée au bureau de ton frère, comme ça, j'ai vu ce qu'il faisait comme métier. Bon, il travaille dans l'immobilier, le bureau. Et mais toi, c'est pas très concret. Et en fait, je sais pas, 6 mois ou 1 an plus tard, s'est présenté ce tournage, ce projet. Et je lui dis, ah ben tiens, tu voulais savoir comment je travaille, je te propose de jouer dans ce film. Donc voilà. Mais voilà, j'ai beaucoup de soutien. Elle suit ce que je fais, elle aime bien écouter des interviews, des choses comme ça, même si elle ne comprend pas tout, ou pas du tout. Donc voilà, donc j'ai plutôt de la chance de ce point de vue-là par rapport à l'environnement familial. Tu travailles actuellement sur un projet de long métrage qui aborde la thématique de la double culture et la représentation de la diversité, qui s'intitule Dans la cuisine des Nguyen, si on dit à la vietnamienne. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler, Stéphane? Oui, bien sûr. Donc c'est un projet qui est en développement. Je travaille avec Amélie Quéret, Respiro Productions, qui a produit mes 2 courts, Feuilles de printemps et Allée des jasmins. Et effectivement, c'est une comédie musicale qui parle de pas mal de choses dont on vient de parler autour de cette table, que ce soit, enfin nous 4, sur la quête identitaire, mais aussi le rapport aux parents. Là, en l'occurrence, c'est un rapport mère-fille, sur les attentes d'une génération et les rêves d'une autre, la nôtre, et comment on peut être tiraillé entre à la fois des stéréotypes qu'on nous demande, des affirmations d'identité que l'on a et qui sont différentes de ces images qui sont parfois imposées, et comment il faut réussir à s'émanciper et être en paix avec soi-même. Et être en paix avec soi-même, c'est pas forcément renier le parcours de ses parents et notre identité, mais c'est au contraire l'accepter, l'embrasser, mais en faire aussi notre singularité. Donc voilà, donc on travaille dessus. Là, on va commencer à travailler sur des maquettes de chansons, et puis commencer très prochainement à chercher le financement.
Léana, toi, tu es sur quel projet en ce moment? Est-ce que tu as... Parce que tu es réalisatrice. J'ai vu que tu avais sorti un petit film que tu as réalisé pour le festival Nikon. Oui. Est-ce que tu as d'autres projets pour 2021? J'en ai plein, mais ils sont dans ma tête. Déjà, enfin, j'arrive pas à faire 20 000 choses à la fois. J'essaye. Aujourd'hui, cette année, ma résolution, c'était d'essayer de me concentrer sur chaque chose, sur une chose à la fois pour pouvoir les finir. J'ai tellement de projets, dont j'inclus aussi Stéphane, tout ça au niveau de la réalisation, de l'écriture. Mais j'ai envie de dire heureusement, parce que je ne veux pas cracher sur le travail qui me tombe dessus. Ma carrière d'actrice me rattrape. C'est vrai que dans les moments de creux, j'adore écrire, j'adore imaginer les histoires, et c'est comme ça que le Nikon est arrivé. Mais en ce moment, oui, j'essaie de me concentrer sur le rôle de Tatane dans Astérix et Obélix. C'est quoi le rôle de Tatane? Qu'est-ce que tu fais dedans? Alors, pour ne rien spoiler, parce que je ne sais plus quel était mon contrat de clause de confidentialité, je ne sais plus ce qu'il y a marqué dedans, mais je ne vais rien apprendre de plus que ce qui a été dit dans les médias. En gros, je joue le rôle d'une garde du corps. D'accord. Donc je suis une guerrière. Ah. Et ce rôle me demande énormément physiquement. Donc je n'arrive pas à faire autre chose après, en dehors, tout ça. Donc je Mais en tout cas, tu as des projets... Oui, pour l'instant, j'essaie de me concentrer et de me mettre vraiment à 100% sur ce projet-là qui me demande beaucoup en termes de temps et en termes de disponibilité émotionnelle et physique. Donc voilà, on devrait finir fin juillet, début août, si tout va bien. Ok. Mike, toi, tu es en train de travailler sur une pièce qui s'appelle L'homme aux yeux de chat. Qui s'appelle L'homme aux yeux de chat. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle? Alors, ça parle de mon histoire. En fait, ça part sur le fait que mon père, il y a quelques années, sur un coup de folie, a jeté et brûlé toutes nos photos de famille. C'est dur. Voilà. Et donc, à partir de là, il a fallu avoir une réponse, moi, que je puisse exorciser d'une manière ou d'une autre, au moins mettre des mots et puis pouvoir exprimer ce que je ressentais. En fait. Et j'ai pu écrire toute une pièce, tout un pan de mon histoire, et je suis revenu aussi sur des choses pour expliquer le pourquoi du comment, en fait, pourquoi je suis comme ça, chercher en fait. Et j'ai le pitch. Ah, super, tu peux nous le lire? Ouais, je vais te lire ça. Alors, vous savez, dans les familles vietnamiennes, on ne s'embrasse pas. Il n'y a pas de bisous, c'est pas comme dans les films en Europe où les familles s'enlacent et se parlent. Même pour dire je t'aime, les mots, eh bien, ils suffisent pas. Nous, on se respire. Je parle pas de se sentir comme des animaux qui se reniflent le cul comme des chiens, hein. Non, ça n'a rien à voir. Non, nous, on se respire. C'est difficile à expliquer parce que je crois qu'on produit de l'amour et il passe par les parfums que les nôtres émanent. Nous, on se respire. Alors quand ça sent cramer et que des photos de souvenirs sont jetées, il y a comme quelque chose de brûlé dans le cercle familial et ce ne sont pas les bâtons d'encens et les prières pour les défunts qui chasseront les fantômes du passé. Non, nous, on se respire. Voilà. Carrément. Câlin. Big hug. Voilà, maman, j'arrête. Voilà, non, c'est difficile. En faisant ça, en plus, même si mon père avait pleuré, en fait, ça remontait beaucoup de souvenirs, des choses un peu délicates, très très dures, arrête de me regarder comme ça, tu vas me donner la chiale. J'ai envie de pleurer aussi. C'était assez délicat et ça continue à être délicat, que ce soit avec ma mère, que ce soit avec mon père. En fait, on ressort des choses que nos familles gardent en eux et ne parlent pas, ne disent rien. Et quand toi, en tant qu'enfant, tu arrives à mettre des mots, quelque chose, même chez eux, ça irrite, ça brûle un corps, ça gratte, ça démange. Et je pense que moi, en tant qu'enfant, même pour mon fils, j'ai besoin de mettre des mots et des questions et essayer, avoir des réponses. Et par ce biais-là, moi, en tant qu'artiste,
je crois que je commence à trouver une voie, un peu comme Stéphane a pu faire avec ses courts-métrages, mais de verbaliser tout un pan pour ma famille, mais je pense même pour le Vietnam ou pour le Sud-Est asiatique, un pan de silence. Quand nos familles sont arrivées, elles ont décidé d'avancer et coûte que coûte, après avoir traversé la guerre, la mort. Ce qui était délicat, et quand elles nous disent « Vas-y, j'ai fait tout ça pour vous, pour toi, maintenant réussis ». Enfin, quoi qu'il arrive, ce que tu peux faire, c'est une réussite, même s'ils ont un niveau élevé. Mais je sais que je vais revenir sur le truc de mes parents. Je pense que le fait d'être encore en vie, d'être là, ça commence. C'est assez délicat, en fait. Et faire avec notre art, notre sensibilité, accepter tout ça, le verbaliser, je trouve ça déjà hyper important. Et le silence n'arrange rien. On peut, quoi qu'il arrive, mettre les choses sous le tapis. Il va falloir l'enlever, ce putain de tapis, et aspirer la poussière et en faire quelque chose de bien. Voilà. Et c'est même plus de la poussière, c'est des cendres. Donc il faut faire quelque chose avec ça et construire. Et ce qu'on fait, là, c'est ce que tu fais, même la démarche que tu as, mettre des mots, tout ça, c'est hyper intéressant. C'est que je pense que notre communauté, si on doit l'appeler comme ça, il y a une nécessité à mettre des mots, puisque de toute manière, on nous a, entre guillemets, exclus ou mis de côté, oubliés, des colonies, d'une histoire proche française, de l'histoire de France. C'est à nous de le faire. Donc on chope ça à bras le corps. C'est douloureux, ça fait mal, ça fait pleurer. Avec nos propres identités, mais c'était quelque chose qui était nécessaire pour moi en tant qu'artiste, d'arriver à ce truc-là. Je suis qu'au début, c'est dur, mais c'est intéressant, mais maintenant il faut pas que ça soit l'arlésienne, que ça vienne et ça repart. Non, il faut le faire, et j'espère aboutir à quelque chose et que je puisse me produire sur les plateaux. Bravo pour le cheminement en tout cas, Mike, et merci de ce partage très sincère, à cœur ouvert. Banmi, c'est le podcast qui va à la rencontre de personnes inspirantes qui sont liées à l'Asie. Stéphane, dans quelle mesure tu es rattaché à l'Asie ? Alors, donc moi je suis français d'origine vietnamienne et je crois que j'ai jamais eu un refus de mes racines. J'ai jamais vraiment eu ce conflit, donc je les ai toujours, je les ai considérés assez rapidement comme vraiment une source de richesse et de singularité, et c'est ce qui nourrit ce que j'écris. Donc pour moi l'attachement est très fort, mais il est traduit à ma manière, parce que je suis né en France, j'ai grandi en France, donc c'est ma vision de l'Asie et du Vietnam qui est évidemment différente d'une personne née au Vietnam. Mais c'est quelque chose qui me nourrit, qui nourrit mon travail, et je trouve ça important aujourd'hui qu'on partage nos histoires et qu'on le fasse ensemble, et quand je dis ensemble, c'est ensemble quelles que soient nos origines. Oui, tout à fait. Léana, toi, dans quelle mesure tu es rattachée à l'Asie ? Par ton éducation, par exemple, est-ce que tu peux nous dire ce qui te lie à ton éducation asiatique ? Donc, du coup, tu es vietnamienne du Cambodge. Oui. C'est ça, comme moi. Mes deux parents sont nés, ils ont grandi au Cambodge et ils ont fui le génocide des Khmers rouges. Comment tu es liée à l'Asie ? Alors, moi, ça a été très conflictuel. Pendant très longtemps, j'ai non seulement rejeté mes origines par rapport à ce que les gens me renvoyaient de l'Asie, finalement. J'ai grandi en banlieue aussi, et puis de ce fait aussi, j'ai très longtemps rejeté... Qu'est-ce que te renvoyaient les gens par rapport à l'Asie ? La chinoise. Puis après, il y a eu l'époque où tu avais Marjolaine dans je sais plus quelle... Ah oui, Marjolaine, elle est mignonne. Dans la rue. C'était lourd, ça. Et pareil, j'ai longtemps rejeté le fait que je sois française. Je me pensais américaine et tout. C'est le bordel dans ma tête.
Et mon amour pour la culture hip-hop n'a pas du tout aidé non plus, voilà, pour être honnête. Mais ouais, je pense que c'est avec l'âge. Bon, la nourriture, ça a toujours été mon rattachement à l'Asie. Mais oui, avec l'âge, j'ai appris à comprendre mes parents, le voyage surtout. Un voyage au Vietnam, au Cambodge? Alors oui, étant petite, j'en avais fait un, il y a très longtemps, j'avais 10 ans. On avait fait Hong Kong, Vietnam et Cambodge. Ça m'avait marqué pour plein de choses, mais culturellement, non. Et c'est en retournant pour 14 jours, 12 nuits, le film québécois, où ça a été un vrai chamboulement sur tous les champs pour moi, et ce rattachement à l'Asie. Bizarrement, parce que j'ai fait ma préparation de mon côté. Je suis partie 2 semaines avant à Hanoï pour un peu connaître ce pays que je ne connaissais pas. Et ce rôle me demandait d'être quelqu'un. Enfin, j'étais guide touristique dans le film, ayant vécu toujours à Hanoï, tout ça. Ouais. Et je suis partie avec ma mère. Le spoil. Mais la meuf qui cherche, tu sais. Et ma mère s'est ouverte à moi, mais de manière complètement, pareil, déstructurée. Je pense qu'elle n'avait jamais mis les pieds à Hanoï non plus, de toute sa vie. Donc c'était la première fois aussi qu'elle allait dans le nord du Vietnam. Et ça a été une révélation pour plein de choses. Elle m'a raconté plein de choses. C'était il y a 3 ans, donc j'avais un certain âge. Donc elle ne m'avait jamais raconté des choses... J'avais l'impression d'avoir été dépossédée d'une partie de ma vie, en fait, et qu'elle m'offrait des choses à ce moment-là. Donc je pense que c'est à ce moment-là où je me suis sentie asiatique. Oui et non, parce que j'allais dans le marché, on me traitait d'étrangère aussi. Donc, et je me suis dit en même temps, c'est bizarre, parce qu'en France, on me renvoie à mes origines vietnamiennes. Au Vietnam, on me renvoie à ce truc de... Tu n'es pas vietnamienne, mais d'occidentale. Ouais. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Même aujourd'hui, je suis encore en train de le digérer 3 ans après. Et c'est très, très étrange. Donc, je suis encore en train de le processer. C'est pour ça que j'ai du mal à mettre des mots et à structurer dans ma tête ce qui se passe. Je me sens attachée sans l'être, et j'essaie aussi de ne pas l'être non plus, parce que j'aime la France, j'aime l'Asie, d'ailleurs, je compte y retourner. Et voilà, quoi. C'est peut-être pas une réponse à laquelle tu t'attendais, mais non, mais je pense que... moi aussi, j'ai un peu vécu ces choses-là. En France, j'étais asiatique, mais bon, j'ai pas trop vécu ce truc-là d'être traitée... d'avoir des choses anti-asiatiques, parce que je vivais en banlieue et tout le monde était de couleurs différentes, donc en fait j'avais pas ce truc-là. C'était plus entre la banlieue et Paris où il y avait une scission. Mais je me suis vraiment rendu compte que j'étais asiatique quand je vivais en Asie, parce que quand je disais que j'étais française, personne me croyait. Je disais mais non, t'es pas française. T'es philippine, t'es sûre que t'es pas népalaise, avec des choses comme ça. Et donc du coup là, je me suis vraiment rendu compte de mon faciès asiatique. Et pareil que toi, en fait, tu sais pas trop où te situer. Quand je vis en Thaïlande et que je dis, je suis française d'origine vietnamienne, mais ma mère, elle vient du Vietnam, mais du Cambodge, et moi, je vis en Thaïlande. Mais vous, c'est compliqué aussi. Ouais. Mais du coup, en fait, on vient de partout et de nulle part. Et donc quand on est dans cette quête identitaire, il y a beaucoup de points d'interrogation. Au final, on est juste nous-mêmes, quoi. Mais je pense qu'on vit dans un pays, je vais le dire, qu'on vit dans un pays qui a du mal à évoluer à ce niveau-là. C'est-à-dire que on nous apprend pas à en faire une force de notre double culture. Qu'on est obligé d'être dans des cases. Aux États-Unis, ils en font complètement une force, c'est-à-dire qu'ils privilégient les gens, les Américains avec une autre origine, parce qu'ils se disent que c'est une ouverture d'esprit, une autre manière de penser, et ils ont totalement raison. Ici, c'est non. C'est pas OK d'être comme ça, en fait. Encore aujourd'hui. Et ça c'est des choses qui, je ne sais pas si elles ont changé. On est très chauvin en tant que Français. Et je pense que c'est notre génération qui en ont pas mal empathie, et j'espère pas les prochaines, pas celles de nos enfants, j'espère.
mais on essaye de... Mais ce problème-là vient aussi un peu de la génération de nos parents qui nous ont pas encouragés à en faire une force non plus. C'est-à-dire qu'ils nous encouragent à cultiver notre héritage, mais dans un cercle privé, en fait. Donc, je pense que c'est un tout. C'est vrai que notre génération s'est pas dit, oui, voilà, ça c'est une force, mais nos parents nous encouragent pas à en faire une force à l'extérieur. Alors après, oui, c'est encore un autre débat. Je comprends, j'entends tout à fait ce que tu dis, Stéphane, mais est-ce que, en colonisant le Vietnam, ils n'ont pas, les Français ou peu importe qui d'autre, n'ont pas voulu non plus effacer notre culture et faire en sorte qu'il y ait aussi une génération de gens disciplinés pour la suite? Il y a un peu je sais pas, c'est une vraie question que je me pose là aujourd'hui, tu vois. Qui est assez complexe même. Donc, c'est un autre sujet de podcast, ça. Ouais, sur la colonie. Qu'est-ce que la colonie? Quels sont les bienfaits de la colonie? Y a-t-il des bienfaits? Tu parles de la colonie de vacances et tu parles... Toi, Mike, comment t'es rattaché à l'Asie? Tu as fait des voyages aussi au Vietnam et au Cambodge pour ton film, pour le film dans lequel tu as joué, Soldat Blanc. Ouais, bon là c'était, par rapport au film, c'était intéressant parce que j'ai dû travailler sur l'histoire du Vietnam pour aussi travailler sur mon personnage. T'as reconnecté un peu avec ton histoire quelque part? Aussi, en fait plus avec mon histoire française. D'accord. Parce que j'ai la présence française dans ma famille, elle date de 1900 quelque chose, donc... Mon arrière-grand-père est né à Bruges et il a débarqué en 1898 au Vietnam. Donc là, j'ai le cul entre deux chaises. J'ai mon ADN, c'est le cul entre deux chaises. C'est vraiment entre deux continents et c'est délicat. Je suis la 3e génération d'Eurasiens. Mon fils, c'est la 4e. Donc il y a ce truc-là est là. Mais moi, franchement, étant né ici, et je me définis avant tout comme banlieusard, j'ai compris que j'étais vietnamien quand j'ai débarqué à la fin de l'embargo. Mon père est arrivé parce qu'il y avait un embargo américain où on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire au Vietnam. Quand j'ai découvert ma famille paternelle, et là j'ai compris qu'en fait j'avais... 15 oncles et tantes avec une ribambelle de cousins et que j'ai pu mettre aussi la figure féminine est importante et j'ai pu comprendre et découvrir ma grand-mère et ma banoï. Et c'était vraiment... j'ai compris pourquoi j'étais asiatique et j'étais viet parce que parfois moi j'ai pas vécu dans le 13. J'ai vécu à Créteil, dans le Val-de-Marne, à la Maison Alfort. Et moi, avant toute chose, ma communauté, c'est tout le monde et c'est surtout, il n'y a que des métis autour de moi. J'allais très bien chez mon pote marocain, comme mon pote Kamer, enfin peu importe, tu vois. Et c'est là-bas que j'ai compris qu'il y avait ce truc-là avec le Vietnam, que j'étais rattaché à ça. Et aussi que j'ai compris que j'étais français, c'est quand j'ai habité au Canada. Parce que là-bas, en fait, il m'amenait, à chaque fois, me ramener à mon identité, à ma culture française, au fait que je sois français. Parce qu'en plus de ça, j'avais un physique pour eux, pour beaucoup, ils me prenaient pour un natif. C'est-à-dire un natif québécois, enfin canadien, et je faisais partie des tribus indiennes. Donc à chaque fois, c'était « vous êtes des Premières Nations ?» Je fais « non, rien à voir. Moi, je suis eurasien » et c'est expliquer ça. Donc moi, après, je me rappelle toujours de ce moment-là, je ne sais plus quand, mais au zoo de Saigon. Expliquer à mon père que le Vietnam, avant toute chose, c'est ma famille. C'est ça qui me rattache, parce que c'est vrai que quand je vais au Vietnam, on me prend pour un Coréen ou un Japonais, ça parle dans mon dos, je me retourne, je parle en viet, ils sont là, merde, tu vois. Et, le Matt Damon asiatique, comme dit Steve Tran. Ouais, Matt Damon. Matt Damon. Bon, j'adore. Le nouveau film. C'est le genre de blague qu'on peut faire contre eux. Et voilà. Et en France, je suis un Asiate, enfin, je suis un Chinois, parce que voilà, je cherchais plus. Mais ouais, c'est ça qui me rattache. Mais je suis avant tout vraiment un putain de banlieusard. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez des influences de films, de réalisations, de jeux qui viennent du cinéma en Asie dans votre travail?
Oui, tout à fait. Moi, je dirais qu'un réalisateur qui a été très important pour moi, c'est Wong Kar-wai, et notamment Chungking Express. Bon, c'est pas le seul réalisateur qui m'est inspiré, mais ce que j'aime dans son travail, c'est que on reconnaît ses films. Et j'aime les réalisateurs qui ont une patte, un style, même si on peut parfois les accuser de faire un peu la même chose. Quand c'est bien fait, moi, ça m'est égal. Et Chungking Express, bon, moi, je l'ai vu quand j'étais encore en études, je faisais des études de cinéma. Et j'ai beaucoup aimé la liberté de ton dans la réalisation, dans la narration, et aussi voilà, cette identité très forte qui était à la fois très asiatique, tout en étant très universel. Et je trouve que c'est une inspiration parce que ces histoires finalement peuvent parler à tous et toutes. Donc voilà, après j'en ai plein d'autres, hein, le nouveau cinéma coréen, il y a plein de réalisateurs, de comédiens, comédiennes d'un talent immense, mais pas que. En fait, l'Asie est quand même, je dis l'Asie vraiment dans un sens très large, que ce soit des films taïwanais, chinois ou thaïlandais, il y a quand même une sorte de souffle avec une énergie très, très inspirante en fait. Donc voilà, mais si je dois en citer un, je cite Wong Kar-wai. J'adore Wong Kar-wai. Liana, toi, est-ce que tu as des influences dans le jeu d'actrice qui viennent d'Asie par exemple, ou des films qui viennent d'Asie qui t'influencent un peu? Non. Et je pense que c'est dû au manque de diversité qu'on a. Non, mais c'est une américaine. Ah oui, j'avais oublié. Sorry. I'm American. Non, et je pense que je pense, enfin, il doit en avoir des superbes actrices. J'adore Michelle Yeoh, mais parce que Tigre et Dragon. Après, au niveau du jeu, oui, c'est beau, mais bon, c'est un film qui date quand même. Dans le cinéma asiatique, moi j'ai adoré Bruce Lee aussi. Voilà. Figures, les grandes figures. Mais Bruce Lee, puis même pour ce qu'il a essayé de défendre à l'époque, ce qui était déjà quand même avant-gardiste dans le cinéma hollywoodien. Et je ne sais pas aujourd'hui s'il était encore vivant, où on en serait. Mais c'est vrai que moi, mes références ne sont pas asiatiques. J'adore par exemple Joaquin Phoenix. En termes de jeu, Meryl Streep, enfin voilà, donc peut-être que ça va changer, enfin j'espère évidemment. Awkwafina, j'adore Awkwafina, mais voilà, c'est venu que récemment. J'ai pas grandi avec, j'adore Jane Kelly, Fred Astaire, mais voilà, c'est parce que je n'ai vu que ça, j'ai été nourrie qu'à ça étant petite, quoi. Et le Kailen. Le Kailen, dans ta bio, c'est Kailen, est-ce que c'est du cinéma? Je te taquine. Elvis Fung et Dalina. Elvis Fung. Et toi, Mike, est-ce que tu as des influences de jeux, de réalisation, de cinéma qui viennent d'Asie, qui t'inspirent? Qui viennent d'Asie, j'aime beaucoup Kurosawa, grand réalisateur japonais. Franchement, il y avait j'avais étudié un peu le cinéma français et sur la nouvelle vague, et Kurosawa, c'était vraiment, ça tapait dans le mille, et qu'il y ait des figures asiatiques, c'était hyper intéressant pour moi de voir ça. Tony Leung, je surkiffe. En fait, j'aime beaucoup le non-jeu. Enfin, s'il y a du jeu ou je sais pas quoi, j'aime énormément les silences. J'aime beaucoup les corps. C'est beaucoup dans l'émotion et le silence. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cinéma asiatique. La pudeur. Ouais, c'est que je retrouve dans ce type de cinéma. Après, j'ai été bercé par plein d'influences, comme en tant qu'enfant, Bruce Lee, Jackie Chan. Mais c'était surtout pour moi du cirque, de l'action, c'était un kiff, et c'était pas dans l'idée de structurer un jeu ou artiste, qu'est-ce que je peux être comme artiste par rapport à ça. Mais là, avant que je pose mon regard sur le cinéma japonais ou coréen, c'est vrai que les figures et l'inspiration a été assez dure, tu vois, de récupérer ça. Donc forcément, je me rapprochais à des figures françaises et voilà. Ouais, américaine, et même au niveau du jeu, tu vois, par exemple, j'aimais énormément Roche Dizem par rapport à son parcours d'artiste en tant que comédien, en tant que réal, toute cette approche qu'il a. En fait, j'ai pas besoin
j'ai besoin de figures maintenant, avec le temps, j'ai besoin de figures asiatiques dans l'art pour réussir à me projeter. Mais avant, je n'en avais pas spécialement besoin pour ressentir qu'un comédien éprouve de la tristesse ou fait appel à une structure dans l'histoire qui puisse faire appel à ma propre histoire. Je suis forcément sensibilisé par ça. Je n'ai pas besoin qu'il soit asiate pour être triste ou tomber amoureux. Oui, bien sûr. C'est le jeu d'acteur avant tout. C'est pas forcément... Ouais, l'être humain, tout simplement. Cette universalité qui est intéressante. Mais là, par rapport à ces références asiatiques, le cinéma japonais, coréen, j'aimerais bien avoir une sorte de représentation avec le cinéma viet que je connais pas. Pas bien, mais je connais pas. Et il est surtout nord-américain au bout du compte. Mais ça va arriver. Je pense que... Et puis nous, en tant que Français... vous êtes là. Vous êtes là et c'est grâce à vous que des plus jeunes vont pouvoir s'identifier et puis avoir ces représentations. Alors, Banh Mi, c'est le nom du podcast. Est-ce que vous mangez des banh mi? Bah ouais. Il ne faut pas nous poser cette question. Non, mais c'est quoi ton parfait banh mi, Stéphane? Alors, un banh mi qui allie toutes les saveurs prévues pour le banh mi, à la fois saveur et texture, le croquant sucré acidulé des petits légumes, une poitrine savoureuse et un peu tiède, si possible. Voilà. Ne pas oublier le chalo, parce que parfois on n'en met pas et ça, ce n'est pas possible. Voilà, le goût de la coriandre, le pain croustillant. En fait, toutes ces différentes textures et saveurs sont nécessaires. Et c'est ça qui fait la saveur d'un banh mi. C'est vraiment sa richesse. Et bien structuré aussi. Tout à fait. Pour qu'à chaque bouchée, on ait toutes les saveurs en même temps. En fait, on fait des tests de banh mi avec Léana et Christophe Tech, notre comédien, et on fait des classements. C'est vrai. Donc, on fait des banh mi rallye. En fait, une fois, on a fait un banh mi rallye dans le 13e où on a fait 4 boutiques de banh mi à la suite. Ah ouais? Pour les tester, on mangeait des moitiés. Alors, c'est quoi le verdict? En fait, le problème, c'est que celui qu'on a mis en numéro 1 vient de changer de propriétaire. Ah là là là, il va falloir refaire. Mais il était très bon. Tout refaire. Alors, est-ce que vous avez mangé le banh mi de Koupi? Ah non, non. On va y aller prochainement. Et du coup, le banh mi de Koupi, il est très bien. Et d'ailleurs, on est sponsor. On est sponsor Koupi. Non, mais du coup, merci à Stéphane et à Athéna de Koupi parce qu'il fait partie aussi des 5 meilleurs restaurants de banh mi selon un dernier article qui est paru dans le Fooding de François Fan, qui a testé 50 banh mi différents. Et donc, du coup, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence sur les rallyes de banh mi, je vous le dis. Mais et sinon, est-ce que vous avez un plat typique qui vous représente, vous, votre maison, votre famille? Léana, est-ce que tu as un plat typique, toi, que tu adorais faire découvrir aux autres? Avec lequel j'ai grandi? Avec lequel tu as grandi, qui te réconforte, qui te... Ah bah le pho, c'est sûr. Ouais, c'est bien le pho. Mais j'en ai goûté 50 versions différentes. Ah, rallye de pho aussi? Pas encore, on prévoit ça bientôt. Mais je veux dire, ne serait-ce qu'à la maison, ma mère change de recette à chaque saison. À chaque fois qu'elle en fait un, il est nouveau. Mais c'est le principe du pho aussi. Il n'y a pas chez moi, il n'y a pas de quantité précise. Voilà, exactement. Par contre, j'en ai goûté un et je le recommande à chaque fois à Hanoï, chez Madame Hin, un truc comme ça, je sais plus. Un pho au foie gras. Ah, pho foie gras. À se taper le cul par terre, mais vraiment. Un pho foie gras. un foie gras. mais vraiment, si un jour vous arrivez à le manger, celui-là, il est magnifique. Pour moi, c'est vraiment la fusion parfaite de la cuisine française. Non, mais vraiment française et vietnamienne. C'est beau. Parce que le chef est français, il est amoureux absolu de la nourriture vietnamienne. Ouais. Et tous ses plats sont fabuleux. Il a réussi à relever tous les ingrédients vietnamiens qui puissent exister. Tu sais, toutes les herbes qu'on met dans le feu et tout, mais à chaque bouchée, c'est un orgasme, vraiment. Ok, un beau mariage des cultures, des saveurs. Ouais, toi, Mike, t'as un plat chez toi que tu aimes bien Non, pareil, franchement, un pho que ma mère peut faire. Après,
Sinon, la blanquette de veau. Blanquette de Chiffaf. couscous. Ouais, couscous, graine carré. Couscous d'Akbir. Merguez. Non, j'en sais rien. Est-ce que tu as une dernière découverte que tu as pu faire qui est en lien avec l'Asie, qu'elle soit un film, un livre, un artiste ou Maximilian. Avec Malabar. Maximilian Badir Rosenthal, Ouais. dédicace. Ouais, et puis si no crying on a table. Ouais, table No Crying at the Diner Table Diner Table. de Caroline Nguyen. Ouais. C'est exceptionnel. Un gros kiff de voir son docu. Il bouscule celui-là aussi. Ouais, Tu l'as vu, Léana? magnifique. Non. Maïwa avec les rivières Ah, aussi. Ouais, film documentaire. Bon, enfin, c'est des trucs pour la chiale, quoi. Voilà. Toi, Stéphane, tu as des dernières découvertes que Oui, tu moi as je faites? dirais la dernière chose qui m'est vraiment bouleversée, c'est Ocean Vuong, avec alors le titre français c'est Un bref moment ou Instant de tendresse, je me souviens jamais. On Earth We Are Briefly Gorgeous, avec une écriture poétique bouleversante, et en même temps il parle de choses très personnelles, de son rapport avec sa mère, de l'exil, de son homosexualité, et donc c'est un très très beau roman. Qu'est-ce qui sublimerait votre baguette? Et par baguette, vous pouvez remplacer le mot par société, avenir, tout ce que vous voulez. Léana, qu'est-ce qui sublimerait ta baguette française? Une grosse couche d'amour. Toi, Mike? Un bon jambon de pays avec du vrai comté. Et puis un peu de beurre. Voilà, un bon casse-dalle, un parigot. Moi, j'y rejoindrai un peu Léana, j'ai envie de dire de la bienveillance. Je crois qu'on en a besoin. Merci. Est-ce que vous voulez finir cet épisode avec une musique que vous avez choisie ensemble pour le générique? Léana, Léana va Qui chanter? Ouais. Léana. Non, je serais incapable. Mais par contre, il faudrait la passer, cette chanson, je sais plus. Mais donne les références. C'est Calm, c'est ça? Ouais, Ouais, mais non, mais je sais je pas. l'ai, je l'ai en Sous-Boy. tête. Non, pas de Non, Sous-Boy. c'est une chanson vraiment ancienne. À l'ancienne, que nos parents des Paris écoutaient. by Night. Ouais, quoi, c'est tu ça, vois. c'est ça. Allez, bye. Est-ce que tu te souviens des paroles? Allez, Est-ce que tu peux la vas-y. chantonner? Oh non. T'as Les fredonné. médias, il pleut, tu sais, je sais pas. à un moment donné, mais- Tu sais, c'est relou là. t'as vu, Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Merci à toi. Merci. Merci à toi, Mélanie, Merci d'avoir Léana, merci Mike, merci Stéphane, c'était un super moment avec vous. Du coup, au restaurant Chinatown des Olympiades. Merci à Sébastien Kong, à toute son équipe de tournage. les gars. Pour votre travail, pour votre énergie. Merci de suivre Banni Podcast. Merci pour ce deuxième épisode filmé. Et je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse des épisodes filmés un jour de Banni Podcast. Mais bon, voilà, on m'a dit pourquoi pas. Et j'ai dit, bah, on y va. Et voilà, et on se retrouve là avec de super belles rencontres et un bel échange avec vous. Et j'espère qu'on va encore construire et tisser ce lien pour visibiliser les invisibilisés, de créer, de construire un meilleur vivre ensemble et d'avoir encore plus de représentation asiatique et de représentation de minorités, de genre, d'ethnie, de tout ce qu'on veut. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans les médias et dans le paysage audiovisuel, c'est pas que ce qu'on voit. Il y a aussi plein de gens qui font des choses géniales comme vous tous, comme tous les trois. Donc merci de participer à ça et c'est très inspirant pour moi pour continuer dans ma démarche. Donc merci à vous et à bientôt, j'espère. Merci, à Ouais, bientôt. merci. Inspirante aussi. Merci Mike. Bon, mais personne n'a mangé Mais des non, mais petites parce que chips ça à la continue, crème. mais là, oui. maintenant, on va le faire. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banni Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram banmi.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes. Tôi không còn yêu em nữa.